Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Justice et démocratie. Dirigée par Laurent Hincker. La collection Justice et démocratie a pour principale orientation une réflexion multidisciplinaire autour des enjeux actuels de l'institution judiciaire, seule en mesure de faire face aux problématiques économiques et financières qui mettent en péril la démocratie. Elle permet de donner un éclairage innovant sur des expériences variées, qui fondent des formes émergentes dans nos démocraties. Au-delà de la crise financière et économique, nous sommes confrontés à une crise politique liée à la crise des valeurs, à la globalisation et à la mondialisation, ainsi qu'à la transformation des nouveaux modes d'information. La complexification de la société a généré une absence de régulation des normes sociales, caractéristique de cette crise. Sortir de la crise suppose de mettre en place des normes nouvelles, acceptées par tous, tout à la fois juridiques et capables d'intégrer la rencontre des cultures. C'est un enjeu fondamental pour demain. Apparaître. Sous la direction de Laurent Hincker et Grégory Toine, dit Dieudonné. Une justice pénale internationale. Colloque du 27 avril 2012, Conseil de l'Europe. Dr Raphaël Nizan et Nadine Aubin. Bioéthique et démocratie, le Forum européen de bioéthique. Patrice Ron. Les enjeux financiers du divorce du chef d'entreprise. Préface. Les technologies sont une chance pour l'humanité tant les progrès qu'elles engendrent sont nombreux. Elles sont omniprésentes dans notre vie personnelle et professionnelle, et suscitent pourtant autant d'engouement que d'inquiétude. Les outils technologiques ne sont plus simplement des outils passifs qui améliorent notre vie quotidienne, ils se révèlent au fil du temps comme des instruments actifs et parfois intrusifs. Cela nous oblige depuis plus de 20 ans à repenser tous les fondamentaux de la société, comme du droit. Ainsi un constat s'impose. Même si le droit et les nouvelles technologies n'évoluent pas à la même vitesse, le droit résiste bien aux bouleversements technologiques. Dans ce contexte, cet ouvrage permet de mesurer les avancées, parfois les reculs, et de rappeler que la règle de droit a vocation à s'appliquer partout y compris dans l'univers virtuel. Les exemples ne manquent pas. Le droit du travail s'invite dorénavant sur les réseaux sociaux, les entreprises peuvent voir leurs responsabilités pénales engagées et les tribunaux ne cessent de faire application de la loi de 1881 sur la presse. Les praticiens du droit, les justiciables comme les politiques doivent s'adapter. Tous les domaines sont dorénavant impactés, et les données personnelles s'invitent la plupart du temps au cœur du dispositif. Les frontières s'estompent que ce soit entre les données privées et les données publiques, ou bien entre la liberté d'expression confrontée à la défense des libertés individuelles. Il est fondamental que nous ayons à cœur de leur rendre leur visibilité, et que ces progrès technologiques ne fassent pas disparaître la composante humaine du droit et de la justice. On mesure à quel point nous sommes invités à la réflexion au plan sociologique et philosophique, pour trouver des solutions équilibrées et protectrices. C'est toute la richesse portée par l'ouvrage de Madame Myriam Kemener. Il est question également de cybercriminalité. Rappelons que dans ce domaine ce n'est pas tant la règle de droit qui pose problème, que l'identification et l'appréhension des auteurs des infractions. Sur ce terrain, la formation des enquêteurs apparaît indispensable et nécessite de plus en plus de technicité et de mise en commun des indices par une coopération policière et judiciaire, ouvrant ainsi de nouveaux champs d'investigation. En effet, Madame Myriam Kemener, magistrat, successivement, sous-directrice de la justice pénale à la chancellerie, substitut général à la Cour d'appel de Versailles et actuellement procureur adjoint, responsable du pôle criminel au tribunal de grande instance de Créteil a su, grâce à son expérience acquise au fil des années, dresser un panorama riche d'exemples, de solutions mais également émettre des alertes fortes nécessitant la mobilisation des pouvoirs publics. Son travail constitue une contribution importante à la doctrine et à la jurisprudence en matière de droit des nouvelles technologies. J'ai eu l'occasion à diverses reprises d'apprécier ses très grandes qualités professionnelles, son sens de l'engagement au profit de l'intérêt public et sa grande force de proposition. Nous partageons le même enthousiasme de l'analyse juridique dans la construction du droit des nouvelles technologies, et c'est pour moi un très grand honneur de préfacer son excellent ouvrage. Christiane Ferralschul. Avocat, bâtonnier du barreau de Paris.
Préambule. Plus de 2 milliards d'internautes dans le monde surfent aujourd'hui sur Internet à longueur de journée avec des outils numériques sans cesse renouvelés comme les tablettes et les smartphones. Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs de l'Internet augmente, l'utilisation de l'Internet a un impact réel dans notre quotidien et sur nos modes de vie. Le numérique constitue ainsi un formidable outil de communication, d'éducation, d'information voire de démocratie. Avec Internet, l'essor des réseaux d'information est en train de créer le nouveau système nerveux de notre planète. Le monde change et la société évolue, et doit s'adapter au cyber-univers. Nouvelles frontières, nouvelles relations, nouveaux potentiels, nouveaux équilibres de notre société démocratique doivent ainsi s'adapter dans ce cyber-univers. À travers la dématérialisation et la numérisation, l'ensemble des activités se digitalise. Un espace où les données sont omniprésentes se profile. Nous consommons des services sans faire la différence entre l'univers physique et virtuel, et nous passons de l'un à l'autre sans nous en apercevoir. Dans un espace-temps très court à l'échelle de l'évolution de l'humanité, les innovations numériques combinées entre elles comme les réseaux sociaux, le cloud computing, le nomadisme numérique transforment de manière profonde les comportements. Le monde, les sociétés dans lesquelles nous vivons se sont totalement internetisées. Internet a des incidences sur le fonctionnement du monde, des États, des organisations et des individus. Les activités humaines se déploient désormais non plus sur un territoire défini, mais dans le cyberespace qui est un espace numérique cible de conflits au même titre que les espaces terrestres, maritimes et aériens. Les connaissances, diffusées jusqu'alors par l'imprimé mais aussi par la communication orale, passent aujourd'hui par de nouveaux outils numériques qui tentent parfois de mimer avec plus ou moins de bonheur les médias classiques. On sait par exemple que le livre électronique peine à trouver son public, mais que dorénavant la littérature grise se transmet essentiellement par l'intermédiaire du réseau. À l'ère d'Internet, l'information et la connaissance constituent une source de valeur importante dans la fonction de production, aussi bien pour les produits physiques que pour les produits virtuels. De fait, dans le cyberespace, l'information est la principale source de la création de valeur permettant de générer et de diffuser de la connaissance. Internet est donc un levier de croissance économique tout à fait déterminant, et la plupart des États l'ont parfaitement compris, même les pays émergents qui misent sur le développement d'Internet. Depuis plus de 10 ans, je m'intéresse à Internet dans le cadre de mes fonctions de magistrat et ses incidences sur les comportements tant dans ses aspects positifs que négatifs. Internet est en effet fascinant, presque magique. Le travail, les loisirs, les achats, les voyages, la vie sociale en général ne s'envisagent plus sans Internet qui facilite le quotidien de chacun de nous, et qui permet d'accéder librement à la connaissance et à des informations auxquelles bon nombre de personnes n'auraient pas eu accès par le passé. La diffusion des informations tout en respectant des règles déontologiques se pose à l'heure où Internet les déverse à jet continu, au nom d'une transparence parfois sans limite. En effet, le sujet est d'autant d'actualité alors que l'affaire Prism vient de révéler que la NSA, National Security Agency, dispose d'un accès non contrôlé aux informations dans les data centers des fournisseurs soumis au Patriot Act. Internet ne peut aussi occulter les risques que ce vecteur moderne porte en lui. Tel est le cas de l'addiction et de la dépendance par exemple au niveau des individus. Est-ce un plus, un moins pour la vie au quotidien ? Notre sort s'améliore-t-il ? Sommes-nous plus heureux ou finalement plus dépendants voire addicts, accros à Internet sans être capables de discernement ? Les fonctionnalités de l'Internet évoluent et du simple mail à l'engouement pour les réseaux sociaux, de nouveaux concepts surgissent, inspirés de la gouvernance de l'Internet et prennent des noms découlant tous du préfixe cyber. Des défis inédits émergent et complexifient encore davantage ce nouvel environnement, liés notamment au phénomène Big Data, au développement des réseaux sociaux et du cloud computing, aux problématiques de réputation et de propriété intellectuelle. Il y a ainsi l'envers du décor que j'ai exploré tout d'abord au travers d'un groupe de travail que j'ai dirigé sur la pédophilie par Internet, qui est désormais un véritable contentieux de masse. J'ai compris que l'aspect interactif et ludique d'Internet pouvait faciliter le passage à l'acte pour nos enfants, qui peuvent se faire piéger par des délinquants se sentant quelque peu hors la loi, en utilisant Internet. En tant que magistrat au cœur des problèmes de société,
J'ai vu à quel point les escroqueries en ligne, les atteintes à la vie privée et le cyberharcèlement pouvaient perturber les citoyens et les laisser souvent encore plus démunis que s'ils n'étaient pas commis sur la toile. J'ai décidé de m'investir dans ce domaine en montant des formations, en travaillant sur les aspects juridiques, en portant en quelque sorte la bonne parole, pour améliorer la lutte contre ce phénomène en plein développement. L'avenir du numérique ne peut pas aussi se concevoir sans penser à la sécurité, à la gouvernance de l'Internet, car ce sont les failles de ce système qui vont permettre le développement de la cybercriminalité. Internet est aussi un instrument à double tranchant car il peut permettre d'exercer un contrôle sur les individus, en assurant une réelle traçabilité de leurs activités licites ou illicites. C'est là toute l'ambiguïté de ce vecteur. On se pose aussi cette question: Internet ne serait-il pas le dernier espace de liberté? Espace sacralisé, ce qui peut expliquer combien il est difficile de le réglementer. Aussitôt, et on l'a bien remarqué à l'occasion des débats sur différents textes comme les lois dites Hadopi ou l'OPSI 2.3, c'est l'émoi, les pétitions pleuvent et les hauts cris évoquent la censure. Le web a pris une place telle qu'il est aujourd'hui l'objet d'enjeux protéiformes et fort complexes. Le réseau fait face à une explosion du nombre d'utilisateurs, plus de 2 milliards, au déplacement de son centre de gravité vers l'Asie, à la multiplication des affrontements numériques ainsi qu'à une forme de réappropriation par les États. Internet recèle donc de magnifiques richesses pour nos sociétés aujourd'hui, et la toile mondiale donne accès à un monde de connaissances infinies et permet une véritable liberté d'expression désormais numérique. L'équilibre est une question politique et nous avons la responsabilité de réfléchir à la société qui se prépare, faite de bienveillance et de surveillance à la fois. C'est aussi une question éthique. Tout ce qui est possible techniquement est-il légitime? Cet aspect ne doit cependant pas occulter le fait que cet accès au pouvoir nous ramène à la notion de cyber, qui signifie gouverner, tenir le gouvernail et donc se profilent ici les enjeux de pouvoir qu'implique le recours aux technologies du web. Les conflits entre États se règlent de plus en plus sur un champ de bataille virtuel. La nouvelle course aux armements est lancée, et il s'agit de se défendre mais aussi d'attaquer. Qui mène la danse? Les États-Unis accusent la Chine. Mais pour Pékin, ce sont les Américains à la pointe du réseau mondial qui orchestrent cette guerre moderne. Dans le sillage des superpuissances, de plus en plus de pays, dont la Chine, l'Iran et Israël, forment des unités spéciales de cybersoldats. Ainsi sont apparus sur le terrain du déploiement d'activités numérisées plus ou moins licites les termes de cyberespace, de cyberdéfense, de cybermenace et de cybercriminalité. Parallèlement, l'informatique est devenue un outil banalisé, indispensable dans toutes les activités humaines, sociales, économiques et politiques, que ce soit avec les ordinateurs, les smartphones et la société s'est totalement numérisée. Les données circulent désormais à une vitesse déconcertante avec des incidences positives, mais aussi négatives. En effet, Internet, c'est aussi des dérives, des pressions et des infractions qui peuvent être constituées sur le web et qu'il convient de combattre. Attaques informatiques quotidiennes, espionnage numérique des entreprises, perturbation de sites Internet y compris institutionnels, les cybermenaces contre les systèmes d'information se multiplient dans le monde entier. Je vais donc vous parler dans cet ouvrage de ces deux aspects. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le concept de cyber est devenu une mode. Mais que se cache vraiment derrière ces notions de cyberdéfense, de cybersécurité et de cybercriminalité? Je vais tenter de vous aider à distinguer ces concepts qui sont loin d'être virtuels, et au cœur de grands défis tant au plan national qu'international. Je me propose donc pour toutes ces raisons de vous présenter tout d'abord le nouveau paysage numérique qui s'est construit progressivement avec ses enjeux, ses acteurs, ses fonctionnalités et opportunités tant au niveau économique que sociétal. Ensuite, sans diaboliser Internet et cet univers digital. Je vous ferai ensuite aborder les réponses aux cybermenaces, la cybersécurité et surtout la cybercriminalité qui est en quelque sorte la transposition de la délinquance à l'ère d'Internet et du numérique. Cette dérive prend des aspects des plus variés, et il est intéressant de présenter ces manifestations et les réponses à apporter en termes de prévention et de répression, afin de garantir au maximum la confiance légitime que vous êtes en droit de réclamer pour circuler en sécurité dans ce monde numérique. Première partie,
Internet, espace de liberté réglementée. Internet aujourd'hui fait partie de notre quotidien, avec 41% des Européens âgés de 16 à 74 ans qui l'utilisent pour des contacts par exemple avec les pouvoirs publics. Chaque seconde dans le monde, 13 ordinateurs sont vendus et chaque minute 6 millions de pages Facebook sont visitées et 2 millions de recherches sont effectuées sur Google. Des chiffres qui nous donnent le tournis et qui révèlent que nous entrons dans une époque nouvelle, avec des fonctionnalités virtuelles aux conséquences pourtant bien réelles. Chapitre 1 : La révolution numérique. Il est rare d'avoir conscience d'être dans une époque révolutionnaire, et avec Internet, j'ai immédiatement cette impression. En se connectant au numérique qui décuple l'accès au savoir en apportant l'ubiquité, j'ai eu le sentiment que les frontières étaient définitivement tombées, que le monde entier était à mes pieds, que j'étais vraiment libre d'aller partout sans limite. J'ai aussi réalisé que notre droit, notamment pénal, qui s'élabore de façon régalienne au regard d'un État, allait devoir aussi s'adapter pour être efficace et s'inscrire dans une démarche de coopération internationale renforcée. En creusant le sujet, je me suis rendu compte que les incidences d'Internet étaient aussi colossales en termes d'enjeux stratégiques, tant au niveau individuel que collectif. 1. Un paysage démultiplié. 1. Du microprocesseur au Web 2.0. Le premier téléphone mobile est inventé en 1946, bien avant sa généralisation mondiale. L'email, quant à lui, naît vers les années 70 sur le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Le premier texto est envoyé par le PDG de Vodafone en 1992, pour souhaiter un joyeux Noël. La découverte du microprocesseur dans les années 1970 nous a propulsés dans la troisième révolution industrielle. Le transfert de données, leur acheminement ainsi que la communication entre processus informatiques répartis et utilisateurs humains sont réalisés par des protocoles de communication de la famille TCP/IP. Ces logiciels d'échange, normalisés dans le monde de l'Internet, constituent une interface de communication qui permettent l'interopérabilité de systèmes de nature différente. Pour communiquer dans l'environnement Internet, un ordinateur doit détenir ces protocoles de communication ainsi qu'une adresse IP qui l'identifie de manière unique. Internet désigne l'ensemble de l'infrastructure de communication mise à disposition du public pour communiquer. Lorsqu'une organisation désire utiliser de manière privée et restrictive cette infrastructure, elle crée un réseau privé virtuel, VPN Virtual Private Network. Depuis les années 1990, Internet et les technologies numériques envahissent l'ensemble des activités humaines. Les bouleversements qui en résultent sont innombrables tant sur le plan économique, sociétal, technique et juridique. L'idée de liberté attachée au réseau, bien que souvent critiquée, reste à préserver. L'Internet est l'expression la plus spectaculaire de notre monde numérique. Ces technologies accompagnent de plus en plus la vie quotidienne, même si leurs usages révèlent de notables différences selon les générations et les appartenances sociales. Elles ont aussi transformé l'organisation de la production de l'ensemble des secteurs économiques. L'Internet traditionnel, celui des autoroutes de l'information des années 2000 n'existe plus. Les réseaux sociaux et l'Internet des objets, symbolisés par les smartphones, font voler en éclats la plupart de nos certitudes juridiques. Nous sommes désormais dans l'ère de la connexion permanente. Le développement des outils numériques et leur évolution ont diversifié leur usage et permettent l'apparition de nouveaux modèles non seulement économiques mais aussi humains. Les capacités accrues des smartphones permettent de mieux communiquer et d'accéder à davantage de connaissances avec interactivité. Ceci peut se traduire par de nouvelles façons de préparer ses voyages, l'outil, d'utiliser les moyens de transport avec le partage de véhicules, et finalement pose la question de l'utilité de la propriété de l'objet au profit de la possibilité d'en faire un usage à la demande, le modèle. Ceci est possible, car les nouveaux objets sont peu chers, ouverts en matière de programmation créative, et surtout connectés à l'espace numérique planétaire. La connaissance est désormais universellement accessible et gratuite. Les frontières entre vie publique et privée sont devenues floues et impossibles à défendre et le rapport à la propriété est profondément impacté car parfois on a le sentiment que tout est moins cher sur Internet. Les réseaux sociaux et le Web 2.0 apparaissent au début du XXIe siècle.
MySpace est né en 2003, Facebook en 2004 et Twitter en 2006. 8000 ans après les prémices de la communication, 1 milliard de personnes sont connectées à Facebook. Bien que l'Internet existe maintenant depuis plus de 2 décennies, une deuxième génération d'applications comme le Web 2.0 connaît ces dernières années une croissance impressionnante caractérisée par l'interactivité, la connectivité et la dimension sociale de leur utilisation. Aujourd'hui, en 1 minute sur le réseau Internet mondial, plus de 204 millions d'emails sont envoyés, 20 millions de photos sont consultées, 100 000 tweets sont envoyés et 2 millions de recherches Google sont lancées. Cette tendance va s'accroître puisqu'on estime qu'en 2020, il y aura 50 milliards de périphériques connectés. Un mouvement technologique qui se fait aux dépens d'un moyen de communication universel, le courrier, dont le volume est en baisse constante depuis les années 2000. Désormais, les multiples usages de l'Internet avec les mobiles et des tablettes commencent à faire l'objet de nombreuses études. 2. Vers l'Internet des objets. L'Internet est arrivé à une étape déterminante de son développement, et il s'agit d'évoluer d'un réseau d'ordinateurs interconnectés vers un réseau d'objets interconnectés tels que les livres, les voitures ou les appareils électriques. Le réseau nous permettait hier de communiquer d'un ordinateur à un autre. Aujourd'hui, avec le développement de la téléphonie mobile, il nous accompagne dans tous nos déplacements. Demain, il se diffusera encore davantage en mettant en relation les objets de la vie courante. Parmi les défis politiques que cette migration technique va créer, la possibilité de maintenir la protection de la vie privée doit devenir une priorité. En effet, ces nouvelles possibilités ne doivent pas se faire au détriment de la protection des données personnelles. Avec l'explosion des ventes d'appareils mobiles connectés, iPhone, tablettes, les nouvelles technologies se focalisent vers les applications mobiles intégrant l'Internet des objets. L'A2IP, Téléphonie over Internet Protocol, permet de faire circuler de la même manière sur Internet des données texte, images, audio et vidéo. Concrètement, pour les internautes, dans la messagerie téléphonique, il sera possible de recevoir ou d'envoyer un contenu comportant des photos, des vidéos ou des livres. La connectivité ne sera plus l'apanage des ordinateurs et smartphones. Prochainement seront également connectés les réfrigérateurs, les montres, l'électroménager de la vie courante et chaque objet aura en quelque sorte un double virtuel. Les spécialistes prévoient que le Web 3.0 sera plus intelligent, mais les attaques cybercriminelles seront également plus sophistiquées. L'on peut prévoir des attaques ou des infractions par le vol de données personnelles, financières ou industrielles, circulant sur le smartphone d'un employé. Les cybercriminels pourraient écouter les conversations, géolocaliser une cible, installer un logiciel malveillant sur un appareil mobile. De nouvelles problématiques se font avec les puces RFID qui animent ces objets, et il faut que les utilisateurs maîtrisent les informations transmises par ces objets afin que le droit au silence des puces soit possible. L'Internet des objets est un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant. Le Web 3.0 sera plus sophistiqué mais également plus risqué, et des mesures de sécurité adéquates devront être conçues et diffusées rapidement. Les RFID, Radio Frequency Identification, sont au cœur de la construction actuelle de l'Internet des objets. 3. Le cyberespace, nouvelle frontière du monde. Le cyberespace est un espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale des équipements de traitement automatisé, de données numériques. Toutes les activités liées à Internet se déroulent dans ce que l'on nomme le cyberespace qui correspond à plusieurs définitions. Selon l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANSSI, il constitue l'espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale d'équipements de traitement automatisé de données numérisées. Cette définition paraît clairement centrée sur l'aspect technique du cyberespace. Ce qui compte d'abord, ce sont des équipements automatisés. Enfin, l'aspect informationnel est réduit à sa plus stricte expression. On évoque des données numérisées pour éviter le mot information,
qui est très polysémique et qui prête donc à confusion, mais aussi un espace de communication. Le cyberespace n'est pas seulement un espace d'information mais aussi un territoire d'action et de rencontres des plus diversifiés, avec des échanges en tout genre. Le développement des réseaux d'information et d'Internet en particulier a créé un nouveau domaine de conflit, et les menaces liées à ce cyberespace sont diverses et multiformes. Le cyberespace apparaît aussi comme le quatrième terrain de guerre potentiel après la Terre, les airs et la mer. Il suscite de la part des États à la fois des réactions visant à la fois le désir de puissance et de contrôle. Dans ce cyberespace se développent les concepts de cyberdéfense, de cybersécurité qui concernent directement la sécurité nationale d'un pays, puis la cybercriminalité qui est en quelque sorte la délinquance qui s'est adaptée au monde numérique. 2. Les enjeux du numérique. 1. Internet, économie et pouvoir. Chaque année, plusieurs milliers de milliards de dollars sont échangés lors de transactions commerciales en ligne, alors que la toile est devenue une ressource stratégique dans les luttes de pouvoir national et international. L'économie sur Internet consiste à acheter des biens et des services, et concerne plus d'un tiers des internautes. Il existe 3 types de commerce sur Internet. Le B2B, business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel. Ce type de commerce est le plus important de la toile, le C2C, consumer to consumer, du consommateur au consommateur qui est de plus en plus importante avec l'essor de sites de vente en ligne tels que par exemple www.e-b.com, le B2C, business to consumer, du professionnel au particulier qui est la forme de commerce électronique la moins utilisée des 3. L'impact d'Internet est global sur l'ensemble des activités humaines. Internet est en effet devenu une infrastructure vitale pour l'économie mondiale, selon une étude récente de l'OCDE qui souligne que le secteur des technologies de l'information et l'Internet fait sentir ses effets pratiquement dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit en facilitant prodigieusement l'accès à l'information ou en transformant des marchés entiers comme ceux de la musique, de la vidéo, des logiciels, du livre et de l'actualité. Ainsi, 14 millions de personnes dans le monde ont trouvé en 2011 un emploi grâce au secteur de l'Internet et du high-tech, soit 6% de plus par rapport à l'année précédente. Au sein des pays de l'OCDE, près de 15 millions de personnes travaillaient dans les TIC en 2009, soit près de 6% des emplois privés. Si l'on regarde sur une plus longue période, l'emploi a crû de 2% par an entre 2000 et 2011 dans les technologies de l'information et de la communication, TIC. L'Union européenne a compris que le numérique comme gisement de croissance, elle en a fait l'un des 7 axes majeurs constitutifs de la stratégie Europe 2020. La stratégie numérique pour l'Europe a été formalisée en mai 2010 dans une communication de la Commission européenne, actualisée fin 2012. Les entreprises ont été parmi les premières à adopter l'Internet et ont joué un rôle important dans l'augmentation des débits. Alors que moins de 4 sociétés sur 10 disposaient d'un accès au débit dans l'UE 15 en 2003, on en comptait 9 sur 10 en 2009. À la fin de 2011, pratiquement toutes les entreprises des pays de l'OCDE étaient connectées à l'Internet. Dans les 2 tiers des pays de l'organisation, plus de 95% des entreprises utilisent l'Internet et une faible proportion seulement des entreprises les plus petites ne sont pas encore connectées. En 2010, 5,7% seulement des petites entreprises de 10 à 49 salariés de l'UE n'avaient pas accès à l'Internet. 2. Internet, démocratie et politique. En conférant aux individus et aux réseaux une parole libre, Internet bouleverse la façon d'exercer le pouvoir que nous avions connu à toutes les époques antérieures. La démocratie d'opinion imposée par des intermédiaires reconnus devient une démocratie d'opinion libérée, où tous les individus et tous les groupes ont une même liberté d'accès à l'espace public de communication. Dans les pays autocratiques d'ailleurs, on remarque généralement que le contrôle d'Internet est devenu un moyen pour tenter de se maintenir au pouvoir ou retarder la chute du système. Dans tous les pays soumis à la censure et à la répression de régimes autoritaires, Internet et l'ensemble des réseaux numériques constituent des horizons d'émancipation. Les dictatures l'ont bien compris, et c'est pour cela que l'on assiste souvent à des coupures d'Internet comme très récemment en Syrie.
Les réseaux sociaux sont ainsi associés aux évolutions politiques majeures de certains pays, où ils ont joué un rôle indéniable dans les révolutions arabes récentes. L'expression et l'engagement citoyen passent désormais aussi par les médias sociaux, qui amplifient la voix de presque 100 millions d'internautes. Par exemple, le monde arabe a remis en cause le monopole sur l'information détenu par les États. L'expression et l'engagement citoyen passent désormais aussi par les médias sociaux, qui amplifient la voix de presque 100 millions d'internautes. Les blogs, les sites de partage photos et vidéos, les réseaux sociaux représentent sans aucun doute le plus grand bouleversement en matière de liberté d'expression et d'association dans l'histoire du monde arabe. Lors des soulèvements révolutionnaires du printemps arabe, de 2010 à 2011 qui ont abouti au renversement des dictatures en Tunisie et en Égypte, les réseaux sociaux en ligne tels que Facebook et Twitter ont joué un rôle que les premiers commentaires ont sans doute surestimé, mais qui ne saurait néanmoins être négligé. Ces réseaux ont permis, comme en Iran lors des manifestations consécutives aux élections truquées de 2009, des échanges d'informations instantanés et discrets entre les manifestants pour déclencher des rassemblements, etc. Surtout, ils ont créé un sentiment d'appartenance à une collectivité dotée de valeurs, de soucis et de buts communs. Lors d'un déplacement récent pour faire une conférence sur la cybercriminalité au barreau de Tunis, j'ai perçu qu'Internet était avant tout pour les Tunisiens un véritable sauveur, un facteur d'ouverture au monde et de libération des esprits. La sécurisation des réseaux commence à être appréhendée, mais il y a un chemin à faire et j'ai découvert à mon retour qu'un logiciel espion s'était niché dans ma clé USB, un beau cas pratique en quelque sorte pour moi. Utilisés pour le divertissement et l'organisation de la vie privée, les médias sociaux modifient la distribution de l'information, facilitent la mobilisation et l'organisation de manifestations, permettent l'expression de communautés et tendent à imposer plus de transparence et de responsabilité aux responsables politiques. Les blogs, les sites de partage photos et vidéos, les réseaux sociaux représentent sans aucun doute le plus grand bouleversement en matière de liberté d'expression et d'association dans l'histoire du monde arabe. Plus généralement, on peut dire aujourd'hui qu'Internet, en particulier les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, sont devenus des instruments de pouvoir utilisés par les hommes politiques. Aujourd'hui, la transparence est devenue une valeur et les citoyens se méfient toujours des moyens de contrôle mis en place par l'État. Pour préserver les valeurs démocratiques essentielles aujourd'hui, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection des libertés individuelles et collectives, et la sûreté de la population et de l'État. C'est pourquoi à mon avis une attention soutenue doit être portée à l'acceptation sociétale des développements technologiques, et à leur encadrement juridique comme garantie de la protection des libertés individuelles. 3. Neutralité et gouvernance d'Internet. Le concept de neutralité suppose que les flux Internet soient convoyés à travers les réseaux des opérateurs vers leur destination, sans aucune discrimination. L'opérateur ne doit donc pas privilégier un contenu par rapport à un autre et encore moins le bloquer. Principe fondateur d'Internet. Le concept de neutralité de l'Internet correspond à la capacité à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de son choix. Les fournisseurs d'accès à Internet souhaiteraient être rémunérés par les géants du net pour le passage de ces contenus sur les réseaux. Une situation qui provoquerait, selon certaines associations et professionnels du net, la fin pure et simple de la neutralité de celui-ci et du principe de liberté d'expression et de création qui en découle. À l'heure des multiples bouleversements du monde, il n'est pas évident de savoir qui dirige Internet aujourd'hui. Internet est sous la coupe de l'ICANN et des grands groupes américains. C'est encore les États-Unis qui ont la maîtrise, mais pour combien de temps face au dynamisme de la Chine en ce domaine? L'ICANN, institution de droit américain, prend actuellement en charge la coordination du système des noms de domaine. Mais pour le reste, le fonctionnement du web, neutralité, contrôle des contenus, protection des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.